Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Le travail est la seule qualité qui fait de l'homme un créateur. Cette phrase n'est pas de moi, mais bien de la personnalité que vous découvrirez ce soir en Success Story du magazine Carrière. Il s'agit d'une artiste pluridimensionnelle qui a réussi à imposer le label Vert Rouge Jaune à travers les 4 coins du continent africain et même dans le monde. La créativité artistique, c'est également ce que vous allez découvrir à travers le profil intéressant d'un jeune couturier que nous avons rencontré dans la ville de Garoua, dans la région du Nord, pour le compte de la rubrique Entreprendre. Carrière, édition de ce mois de mai 2023 où nous célébrons le 51e anniversaire de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire, tout de suite. Au sommaire du magazine Carrière, nous débutons dans la région du Nord, plus précisément à Garoua, où Mohamedou Diawara met en valeur le style et la mode sahélienne à travers le concept MC Design. C'est dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, découvrez le parcours unique d'une icône africaine de la culture. Were Were Lee King se livre comme jamais. Et enfin, dans le coaching du mois, maîtrisez l'art de la négociation à travers les astuces et conseils du coach Roland Kouemed. Créativité, mais surtout audace, voilà des qualités qui sont essentielles quand on veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce sont des qualités qu'ont su développer celui que vous allez découvrir dans cette rubrique justement consacrée à ces jeunes qui réussissent à proposer des solutions innovantes pour le développement du Cameroun et créent des emplois chaque jour. Il s'agit de Mohamedou, un couturier basé dans la ville de Garoua que nos équipes sont allées rencontrer. Lui qui, il y a 15 ans, a décidé de se lancer dans ce domaine et emploie aujourd'hui 4 personnes. Mohamedou, MC Design, c'est son concept. Je vous propose de le découvrir dans la rubrique Entreprendre du magazine Carrière. Bonjour, moi c'est Mohamedou Diawara, promoteur de MC Fashion Design. Bienvenue à l'équipe Carrière dans notre structure. Là, je vous présente l'un de mes employés. Et il fait dans la couture simple. C'est Monsieur Amadou Aïdjo. Et là, c'est Alioum, il fait dans la broderie. Et là, c'est un apprenti que je viens de recruter. Là, c'est un brodeur de gros fil. Et comme vous avez constaté, je fais dans la haute couture sahélienne. De mini boubou, des grands gandouras et même des tenues femmes. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et ça fait des années, au moins une vingtaine d'années, puisque j'avais abandonné l'école étant jeune, à l'âge de 15 ans. Et en tout cas, j'avais eu un père qui nous écoutait. Je lui ai dit que ça va pour l'école, je veux maintenant aller apprendre la couture. Il m'a amené chez l'un de ses cousins. Et là, j'ai commencé donc à apprendre. Et puis un temps, là, j'ai abandonné.
pour reprendre encore les classes dans le collège moderne de la Benue. En fait, j'ai fait la classe de 6e et la classe de 5e là-bas. Et puis, j'ai donc arrêté pour rentrer dans la couture. Je me suis lancé à fond dans la couture et un bout de temps, là, j'ai encore arrêté pour reprendre encore les classes au collège franco-arabe de Garoua et en classe de 4e, 3e, donc j'ai abandonné définitivement l'école pour me lancer dans l'entrepreneuriat, dans la couture. La couture pour moi c'est une passion, je vais dire, et vraiment j'ai commencé avec, à travailler chez les gens, on m'employait en fait. Donc après j'ai acheté ma première machine, qui est la petite machine noire. Et là j'ai fait un peu des années au quartier, je suis rentré dans le marché, donc j'ai un peu agrandi pour employer maintenant des jeunes. Donc vous avez constaté, mon équipe elle est vraiment jeune. Je passe presque toute la journée à l'atelier. Je dis toute la journée de 8h à 22h pour voir au moins le travail que les jeunes sont en train de faire, pour les orienter, pour voir la qualité de travail qu'ils font. La couture c'est la qualité. Ma particularité est d'avoir cette vision, de moderniser, de sortir dans le carcan des anciens. Donc, il faut livrer des vêtements à temps. Donc, je suis en train de me donner à fond dans la couture pour donner une autre image de la couture. Avec l'atelier que j'ai tenu comme ça, c'est maxi, c'est 3 heures, 4 heures du temps. En fait, ça finit puisque tu travailles avec une équipe. Dès que l'autre est en train de rouler, celui-là est en train de monter, et ainsi de suite. C'est une chaîne de travail. Ce n'est pas un travail d'une seule personne. Ma capacité de production aujourd'hui, jusque-là, je n'ai pas atteint le niveau que moi je veux. J'aurais souhaité, mais je couvre quand même un peu le marché local. Vous avez vu, je n'attends pas que le client, je fais aussi dans le prêt-à-porter. Donc quelqu'un peut venir acheter simplement et repartir avec son vêtement. Non pas attendre pendant 2 semaines, 1 semaine. Donc là, vous avez une cérémonie, vous le prenez l'habit pour partir. Il y a vraiment des énormes difficultés qu'on rencontre, et surtout avant qu'on devienne des déclarations en ligne. Là, avec les services des impôts, vraiment, ça a été... Vraiment, ce n'était pas facile. Pour l'accompagnement, nous avons besoin des accompagnements énormes. Dans le secteur bancaire, là, vraiment, pour moi, je suis un peu déçu, je le dis comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la banque, il faut un titre foncier. Il faut forcément déposer un titre foncier et les taux des intérêts aussi sont énormes. Donc, je tourne mon regard à travers le gouvernement en place, à travers le ministère de PME et d'autres ministères qui donnent des subventions et d'autres organisations. J'ai une très grande vision pour la couture. Ce n'est pas de me limiter à cet atelier de couture. Donc faire grandir, en termes de financement, j'en ai vraiment besoin pour grandir, pour faire de cet atelier un atelier de formation. Donc avec l'agrément du ministère de l'Emploi et des Formations professionnelles, donc je formerai aussi des jeunes. Ça diminuerait moins de jeunes qui sont dans le quartier, qui restent à ne rien faire. Là, ma vision est de les récupérer, ces jeunes qui sont dans le quartier, et les donner un emploi aussi. Dans 5 ans, j'aimerais être comme Yves d'Orsay, comme Yves Saint-Laurent, avoir de grandes marques. J'ai dit à la jeunesse camerounaise d'essayer de donner à fond. Le Cameroun est riche. Travaillons, le pays a besoin de nous. Travaillons, donnons le meilleur de nous. Ne restons pas à ne rien faire. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success.
Si la littérature, notamment la poésie et le théâtre, est le premier champ d'expression artistique à travers lequel le monde la découvre en 1977, c'est bien à travers le développement des autres talents qu'elle s'est imposée comme une figure incontournable de l'art africain. Poétesse, dramaturge, comédienne, artiste musicienne, peintre, sculpteuse, Were Were Liking ou encore Eddie Ngonjok surfe parfaitement à travers toutes ces formes d'art et réussit à faire de l'Afrique un continent où la fierté est au cœur des valeurs. Son portrait a été réalisé ici, dans le complexe culturel Ubuntu, chez son fils spirituel, Ruben Binam, que vous écouterez d'ailleurs dans cet entretien portrait. Une success story réalisée avec Alain Kwam au montage, Frank-Kevin Moussongo et Arnold Dahl à la caméra. Artiste multidimensionnel, littéraire, cinéaste, dramaturge, essayiste, poétesse, entre autres. C'est une autodidacte qui a atteint les sommets de son art et de ses multiples expressions artistiques et intellectuelles, rien qu'à la force du travail bien fait. C'est un petit bout de femme dont l'aura et le charisme envahissent et embaument tout espace dans lequel elle se trouve. Une prêtresse au charme indicible et à l'allure atypique qui trahissent sa propension et son appétence pour un recours à l'africanité pure. À l'espace culturel bantou, elle nous a donné rendez-vous chez Ruben Binam, son fils. Sa prestance et son phrasé si caractéristiques des académiciens nous impressionnent. Pourtant, comme elle-même se définit, elle n'est qu'une mère, une créatrice, une formatrice. C'est une simple bonne femme de simple bon sens, née à Bondé, ici dans l'Union Ekele, une mère, une artiste pluridisciplinaire, une créatrice et formatrice. Trois traits d'une personnalité forgée par les turpitudes d'une enfance mouvementée. Née le 1er mai 1950 à Bondé, en pays Bassa, en pleine période du maquis, Eddie Ngonjok est une petite fille enjouée qui grandit au cœur des luttes pour l'indépendance du Cameroun. Une personne très turbulente qui croyait que sa grand-mère était sa coépouse, puisqu'on portait le même nom, et que donc le mari de ma grand-mère, c'était le mien. Et donc je regardais attentivement ce qu'elle faisait. Et je voulais reproduire la même chose pour le mari, parce que quand même, c'est pas normal qu'elle le marie tout le temps, et pas moi. Donc, j'allais essayer de refaire les mêmes gestes, préparer. Alors moi, je préparais de la boue et du sable, évidemment. Et je servais ça dans des assiettes. J'allais servir mon mari, qui faisait disparaître cette nourriture d'un tour de main. Je croyais vraiment qu'il adorait ma cuisine. Et je pensais qu'il a mangé. Je ne sais pas comment il faisait, mais il n'y avait jamais rien dans les assiettes. Et il se léchait les babines. Mais donc j'étais ce genre de gamine naïve. Ma tante, par contre, elle était très patriote. Elle était entrée au maquis et parfois, quand elle était tenue informée de je ne sais pas quel genre d'attaque qui pouvait arriver, elle venait me prendre et me posait sur ses deux épaules, donc moi je voyais plus loin qu'elle. Et puis bon,
et on partait dans le maquis. C'est dans ce contexte que la petite Eddie fait ses premiers pas à l'école. Une scolarité particulière pour cette demoiselle qui présente très tôt de grosses facultés d'apprentissage. Les premiers pas se passent à l'école de Bondé. J'ai commencé à la section d'initiation. Il y a un nouveau maître qui est arrivé au 2e trimestre. Et il a trouvé que j'étais très brillante. Il m'a enlevé de la section d'initiation au CP2. Donc j'ai fait les 2 premières classes en une seule année. Et puis il a fallu déménager. On nous a forcés à aller à Bonjok dans le regroupement. Où la première année, il n'y avait pas l'école. Mais quand l'école est venue et que je suis allée, j'ai trouvé que c'était le maître de Bondé, le même maître qui avait été affecté là-bas. Alors lui, il m'a fait faire les CE, les 2 CE, aussi en une année. Vous savez, avec les turbulences, il y avait beaucoup de turbulences à l'école. Parfois, on disait que les maquisards ont attaqué. Après, on a dû quitter Bonjok. Ma grand-mère a décidé que je devais aller à Mom, chez les cousins de les neveux de mon grand-père, les Kodok. Et je suis donc allée là-bas et c'était mon oncle, mon grand-oncle, Kodok Richard, qui était mon maître. Il m'a fait faire les 2 CM2, les CM1 et CM2 en une année. J'ai fait l'école primaire en 3 ans. Et puis ça s'est arrêté là. Je suis donc une personne. J'ai passé le CP en blanc, j'étais la première de l'arrondissement. Mais bon, je n'avais pas les papiers. Les actes de naissance avaient été confisqués par mes parents qui étaient en palabre et la famille de ma mère. Et finalement, je n'avais pas de papier pour entrer en 6e. Donc je suis rentrée au village. En 3 années passées sur les bancs, Eddie Ngonjok achève tout le cycle primaire. L'impossibilité de poursuivre ses études la contraigne à retourner au village où elle va passer une adolescence plutôt mouvementée. Je passe entre mes grands-parents et puis mon père et son épouse de l'époque, sa nouvelle épouse, après qu'il se soit séparé avec ma mère, sa nouvelle épouse qui était infirmière et qui était affectée dans différentes bourgades dont mon père m'amenait avec eux. Donc j'ai passé 2 ans à leur poursuite et puis les autres années je les ai passées au village avec ma grand-mère. Et puis je vais devenir mère très tôt, à 15 ans. Je vais aller chez ma mère, ma propre mère, où je vais accoucher et je vais garder mon enfant pendant un an. C'est là que ma mère qui s'était remariée et bon, là-bas, on m'emballe dans le témoin de Jéhovah, par ici, on m'amène dans des prédications et tout, jusqu'à ce qu'un jour je n'en puisse plus et que je décide que je ne vais plus aller. Donc mon beau-père m'a chassée, je me suis retrouvée dans la rue. Abandonnée à elle-même et sans emploi à 16 ans, Eddie Ngonjok se retourne vers l'art, plus précisément la musique. Ceci au gré de rencontres fortuites avec des personnes qui détectent en elle un talent certain. Je vais tomber sur des gens un jour qui sont des musiciens aussi. Mon père était aussi musicien. Donc, ils vont m'entraîner à chanter. À part les chansons de l'église, je n'en connaissais pas d'autres. Donc je vais apprendre
des chansons de Sheila, de Françoise Hardy, de Barbara, ce genre de choses-là. Et je vais me retrouver chanteuse dans des cabarets. J'ai chanté avec l'orchestre de la police ici. Je faisais partie de l'orchestre de la police, je faisais les chœurs et je chantais quelques chansons. J'apprends la guitare et puis je vais épouser M. Liking. On va se mettre ensemble à mes 19 ans. C'est là où je me découvre comme artiste grâce à M. Liking, mon époux. Et il me disait souvent, toi tu es un génie, tu perds le temps ici à la cuisine, va travailler. Et à force, quand j'écris des petites choses, il les lit, il trouve que c'est formidable, il m'encourage. Et c'est sa mère qui m'a nommé Were Were. Parce que dans leur famille, la belle-mère donne un nom à ses belles-filles. C'est sous ce nom Were Were que je vais publier mon premier texte en 1977. Si elle est à l'aise dans la poésie et connaît un certain succès dès la publication de son premier recueil en 1977, Were Were Liking ne veut surtout pas se faire enfermer dans un carcan. Très ouverte à explorer de nouveaux horizons dans la culture, elle n'a de cesse de se lancer de grands défis. C'est ainsi qu'elle accepte celui à elle lancé par un ami au détour d'une conversation sur le théâtre. Pour relever son défi, elle choisit de retourner au village pour se ressourcer. Je retourne au village et, pendant les vacances avec des enfants, les neveux de mon mari qui vivaient avec nous et tout ça, et notre fils. Et je commence à poser des questions à ma grand-mère. Ceci, cela et tout ça. Et je commence à écrire et c'est comme ça que va commencer ma carrière de chercheur. Parce que du coup, j'ai enregistré tout ce qu'elle m'avait dit et je me suis souvenu des rites qu'il y avait déjà eu, des rites sur les maladies d'inceste ou les maladies comme le MBAC. Donc j'ai retranscrit ces rites-là, je les ai traduits et j'ai écrit ma première pièce que j'ai nommée Les Bâtards. Sauf que dès sa sortie, sa pièce va se heurter à une dure réalité de l'époque, la censure. Mais à l'époque, il fallait une autorisation pour jouer des pièces, même il fallait déposer les textes. Ça s'appelait l'information et la culture à l'époque. Et on m'a censuré le titre. On m'a appelé pour me demander pourquoi Les Bâtards, pourquoi je mets ce titre. Aïe! J'étais tellement choquée, étonnée. Je dis, mais les bâtards sont ceux dont les mères ignorent la propre origine. Quand une dame connaît le père de son enfant, pourquoi on met dedans père inconnu? Et donc, du coup, on est des bâtards. J'ai mis beaucoup de temps après pour comprendre pourquoi on avait censuré ce titre. J'ai changé. J'ai mis les petits du hyper. Ils ont encore censuré. Et finalement, on a gardé le titre Ngonga. Quand cette pièce est sortie, le lendemain, il y avait beaucoup d'articles. Il y avait des critiques d'art, des grands professeurs qui avaient écrit en disant que c'était la nouvelle tragédie, comme à la tragédie grecque et tout ça. Moi, la tragédie grecque, je n'avais jamais entendu parler. On a dit enfin, les articles étaient très élogieux. Et du coup, on a commencé à parler de moi à partir de cette pièce-là. Le succès de la pièce et la critique positive qu'elle reçoit vaut à Were Were Liking des éloges de la part du monde de l'art au Cameroun. Un succès qui ne change pour autant pas la personnalité de l'auteur, qui a conservé une sorte de naïveté enfantine. Je suis contente quand je fais quelque chose et que ça fait plaisir aux gens, que les gens ont l'air
satisfaire, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la reconnaissance de l'autre. Parce qu'en fait, on est là, on est assis, mais on ne se voit pas. C'est l'autre qui nous voit et qui nous révèle. Mon père amenait beaucoup de revues, et des revues coréennes. Et j'avais vu une jeune femme de 18 ans qui était pilote d'avion d'essai en Chine ou en Corée, je ne sais plus. Elle s'appelait Wu Chuti. Et il y avait beaucoup de photos d'elle dans les avions. Elle était dans des tenues militaires. Et je m'étais dit que j'allais être pilote d'avion d'essai. Ça a été mon premier rêve. Et mon père me disait souvent, je ne sais pas si le Cameroun aura des avions comme ça un jour, hein, tu risques d'être déçu, puisqu'on en parlait. Et puis bon, j'avais une arrière-grand-tante qui était folle. Et quand elle rentrait dans ces crises, il fallait au moins 12 personnes pour l'attraper. Mais quand elle me voyait, elle devenait comme un agneau. Elle était douce, elle me prenait dans ses bras, on causait, elle me racontait des histoires incroyables. Et mon père m'avait dit, tu sais, hein, il y a un métier qu'on appelle psychiatre. Ce sont les gens qui soignent les fous. À l'allure où tu vas, je pense que tu vas devenir psychiatre. Et donc je m'étais dit, oui, mon père a peut-être raison, si je ne peux pas conduire les avions, je soignerai les fous. Et puis voilà, je n'ai pas pu conduire les avions, mais je soigne les fous. Parce que vraiment, les artistes que je forme, tous les jeunes dont je m'occupe depuis bientôt 40 ans, ce sont vraiment des fous. Au-delà de ce succès, ce sont surtout les nombreuses censures dont elle fait l'objet qui interpellent la poétesse et dramaturge. Elle comprend alors cette vieille maxime populaire qui dit que si vous ne faites pas la politique, elle, vous fera. Pourtant, dans son cercle d'amis, la politique est loin d'être le sujet des échanges. Je ne m'intéressais pas vraiment à la politique en tant que telle. Je m'intéressais aux changements sociaux, à la vie du quotidien, au panier de la ménagère. Vous savez, j'ai fait tellement de choses. À cette époque-là, j'ai écrit des articles dans l'effort camerounais pour parler des prix des denrées sur les marchés. Vraiment des petites choses, mais grâce à des gens qui m'appréciaient. Ah ouais, tu peux faire ceci, moi aussi j'ai fait. Ce sont les rencontres. J'ai dit, je n'ai rencontré que des êtres exceptionnels dans ma vie. Quand je rencontre des gens, pour moi, ils sont exceptionnels. J'ai eu des amis exceptionnels, comme le père du propriétaire du lieu où nous sommes, avec son épouse. Quand Ruben était dans le ventre, on était tous les trois tout le temps. Et je peux dire que sa mère et moi, on a beaucoup caressé son ventre pour parler de Ruben. Et tout ça, on nous parlait de tout et tout. Ouais, c'est ma mère. C'est le point de départ de ma vie. Parce que la mère, c'est elle qui fonde. Et en langue bassa, on dit Ayenkapouem. C'est elle qui vous expliquera ce que ça veut dire. Mais je sais que je suis né dans un contexte où elle était là, avec mes parents, et où il y avait un champ culturel à la maison. « 1981. La vie de l'artiste prend une tournure inattendue. Elle est victime d'un accident et d'une grossière erreur médicale. Sa vie en danger, elle doit être évacuée en France pour être suivie et soignée. J'ai eu vraiment un incident malheureux qui a fait qu'on m'a opéré. Et le médecin qui m'a opéré m'a blessé l'urètre sans le savoir.
Il l'a refermé et j'ai eu une infection urinaire. Et quand il a été obligé de rouvrir et qu'il a vu que c'était un problème d'urologie, au lieu d'appeler l'urologue, il a bricolé ce qu'il a pu, ce qui m'a valu une grosse infection. Et j'ai dû subir une évacuation sanitaire à Cochin, à l'hôpital Cochin. J'ai été opérée 6 fois pour me sauver. Moi, je n'ai pas quitté le Cameroun parce que je voulais me sauver. J'ai quitté le Cameroun sur un brancard. Voilà. Ça, il faut que les gens le sachent une bonne fois pour toutes. Je ne me suis pas levée ici en disant que je m'en vais ou que je me sauve. Ou que... Non, je ne savais pas. Et au moment où je sortais d'ici, je n'avais encore pas publié « On ne raisonne pas le venin ». Ce sont des poèmes qu'on se lisait, les Charles Bingham, les Charles Gabriel Bock, chez Eno Bellinga, qui était un géologue, mais très poète. Et donc, quand on m'a évacuée, grâce à une amie, une Française qui était devenue une amie parce qu'elle voulait à tout prix faire des recherches donc, sur le théâtre, elle avait trouvé que j'avais déjà sorti cette pièce. Et c'est elle qui a décidé de publier ce recueil de poèmes. Et quand ce recueil de poèmes est sorti, pendant que j'étais encore hospitalisée, elle a envoyé à mon mari les recueils et elle a demandé de déposer là-bas où on devait déposer les livres et le livre a été censuré. Et donc mon mari m'a demandé de rester en France et moi je ne voulais pas rester en Europe. Il dit c'est hors de question, je repars en Afrique. Et comme cette amie-là avait été affectée au Mali, elle m'a dit bon ben viens avec moi au Mali. Le temps que ça se calme là-bas au Cameroun, quand ton mari dira de revenir, tu reviendras. Ce rêve n'est pas trop ambitieux, le rêve transcende la pauvreté. Il n'y a pas à se tromper, il faut travailler. Ainsi débute l'aventure ouest-africaine de Were Were Liking. Après une année au Mali, pendant laquelle elle se documente sur les traditions et coutumes locales et mène des recherches sur le rôle de la femme dans la transmission des savoirs artistiques et culturels, elle décide de rentrer au Cameroun et entreprend un véritable road trip à travers l'Afrique de l'Ouest. Son ambition, partir du Mali pour rejoindre la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, ensuite le Nigeria et pour terminer, le Cameroun. Le tout en 1 an. Sauf que son voyage s'arrête dès la première étape. Un soir, dans un dîner, j'ai fait la connaissance du recteur de l'université d'Abidjan. Et on a échangé et il m'a demandé si j'avais écrit ce que j'avais là. J'ai dit oui, il m'a demandé de lui montrer. Je lui ai donné. 1 semaine après, il a envoyé me chercher. Et il m'a proposé un poste de chercheur à l'université d'Abidjan. Et je lui dis que j'ai même pas le CPE, comment je peux faire pour être chercheur à l'université. Il est resté comme ça, il m'a dit, Madame Were Were Liking, j'ai des docteurs d'État dans plusieurs des instituts de mon université qui ne m'ont rien écrit d'aussi intéressant que ce que je lis là. Donc moi, je vous embauche. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sous Oufoué, quand tu étais bon, on te prenait. Et voici la petite fille de Bondi qui a dû arrêter ses études parce que sa famille maternelle a confisqué son acte de naissance, qui s'est retrouvée à la rue à 16 ans avec un enfant qui a quitté le Cameroun pour se faire soigner en France et n'a pas pu y revenir à cause de la censure. Voici Eddie Ngonjok, voici Were Were Liking, chercheur à l'université d'Abidjan. J'y ai trouvé une opportunité et je ne pouvais pas rentrer pendant un bon moment. Quand mon mari m'a dit que je pouvais rentrer, quand je suis rentrée, il s'était remarié avec une autre aussi. Donc je suis retournée en Côte d'Ivoire et puis c'est tout.
Aujourd'hui, je me considère surtout comme une Africaine. Parce que pendant toutes ces années, j'ai été au Bénin, j'ai été au Togo, j'ai formé des jeunes du Togo, des artistes comme King Mensa sortent de mon école, les Ebawadé du Bénin sortent de mon école, les Sariboulonda du Burkina Faso sortent de mon école. Très vite, la chercheure qui entre-temps a découvert que son époux s'est remarié s'adapte à la vie abidjanaise. Elle y mène divers travaux de recherche sur le théâtre rituel et surtout diversifie ses horizons dans la culture. Poétesse, dramaturge, elle devient romancière, essayiste, sculpteuse, peintre. En outre, elle remporte de nombreux prix à l'international, parmi lesquels le prix Noma de la publication en Afrique en 2005 et le prix du Prince Claus en 2000. Je suis poète avant tout. Et que ce soit dans mes romans ou même dans mes essais, même dans mes livres d'art, c'est de la poésie. C'est pour ça que, par exemple, mes romans, on les a nommés les chants romans. Je ne les compare pas parce que je les gagne à des occasions très diverses. Quand j'ai gagné le prix du Prince Claus aux Pays-Bas, je tombais des nues. Je n'avais jamais entendu parler de ce prix. Mais c'est le prix qui m'a rapporté le plus d'argent et grâce auquel j'ai pu créer ma fondation. Je n'ai pas postulé. Pour Noma aussi, je n'ai pas postulé. C'est mon éditeur qui a postulé. Voilà. Quand j'ai gagné le prix Fonlon Nichols de l'Université de l'Alberta au Canada, quand j'ai entendu le nom de Fonlon, je me suis dit, donc ça doit être un Camerounais qui me connaît là-bas, effectivement. Et effectivement, c'était un prix qui portait le nom d'un Camerounais et tout ça, qui était très apprécié là-bas. Mais je ne savais pas qu'on enseignait ma littérature au Canada, dans les universités. J'ai découvert qu'à ce jour, je suis enseignée dans au moins une cinquantaine d'universités sur le territoire américain, des États-Unis au Mexique. Je suis enseignée dans des universités. Donc, je ne peux pas les comparer. Chacun m'a apporté sa part de joie parce que franchement, je crois que ce qui me caractérise, c'est la gratitude. Je suis toujours très reconnaissante à tout ce qui m'arrive. Parfois même quand des choses les plus difficiles m'arrivent, je réussis toujours à trouver quelque chose à mon bénéfice. Quel peuple évolué n'avait-il pas auparavant embelli ses origines? Ses œuvres, diffusées dans le monde entier et traduites dans plus de 15 langues, ont achevé d'établir la réputation de la chercheuse et prêtresse. Parmi l'un de ses contes très connus, Liboy Likundum, étudié dans les lycées et collèges du Cameroun à travers l'œuvre Contes et légendes d'Afrique dans les années 90-2000. À l'époque où j'avais commencé à poser beaucoup de questions à ma grand-mère par rapport aux rites et aux rituels et tout ça, et que j'ai commencé à me souvenir qu'il y avait beaucoup de contes. Et j'ai fait le rapport entre le conteur, j'ai pris conscience du travail d'acteur, du conteur. J'ai même été jusqu'à dire qu'on peut juger du niveau spirituel d'un conteur par rapport à sa version d'un conte. Et c'est ça qui m'a poussé à sortir, pendant que j'étais chercheur à temps plein à l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine, l'ILENA, de l'Université d'Abidjan. J'ai écrit une vision de Kaïdara. C'est mon premier essai d'ailleurs, sur le conte, le célèbre conte Kaïdara de notre maître à tous, M. Ampateba. Mais à l'époque, vraiment, j'ai été assez virulente pour lire son conte et essayer de le lire à partir d'un schéma complètement de chez moi, l'étoile du Kiyi.
Je l'ai remis en cause hein, sur beaucoup de terrains et sa famille s'était fâchée. Mais c'est lui-même qui les a appelés pour dire non, c'est une de mes meilleures disciples parce que quand le disciple arrive à analyser l'œuvre du maître, même s'il se trompe, ça veut dire quand même qu'il a développé quelque chose de personnel. Et c'est tout ce qu'on cherche. C'est une dame que j'ai connue. Nous étions encore au lycée, notamment au lycée de Kounou, en 1993. Nous avons commencé à lire ses premiers romans et nous avons été véritablement attirés par le style d'écriture. C'est ça qui nous a émerveillés au point où on s'est demandé, mais quelle est cette dame-là qui écrit tellement bien en français? Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure qu'on a fait notre parcours scolaire, on s'est rendu compte qu'elle avait plusieurs autres casquettes qui ont contribué davantage à redimensionner sa posture au point où elle est devenue une artiste non seulement à l'échelle nationale, mais bien plus à l'échelle internationale. Pour mieux asseoir son œuvre et en assurer la pérennité, Were Were Liking, qui entre-temps s'est marié en Côte d'Ivoire, mais a conservé son patronyme célèbre, a mis sur pied le Kiyimbok, à la fois troupe de théâtre et école africaine, qui à ce jour a formé plus de 200 artistes du continent. Je forme à la création, pas seulement à la création d'art, mais la création, pour moi, ça commence à la création des solutions à ses propres problèmes, à des créations de meilleures conditions de vie pour soi-même et pour son entourage, en étant le moins nuisible possible. Et quand on a ce pouvoir de création, alors on devient responsable. Moi, j'en ai marre de toute cette partie du continent qui pense toujours que c'est la faute à l'autre. Tout ce qui nous arrive pourrait être différent grâce à nous ou hélas à cause de nous. Et ça, nous avons le choix. Je veux juste que les gens sachent qu'ils ont le choix. Ils n'ont pas besoin de transformer tous leurs parents en sorciers. Ah, c'est ton père qui te veut du mal. Ah, c'est ta grand-mère qui fait ceci. Ah, c'est ta tante qui a fait cela. Quand tu penses que tu peux compenser la paresse par la prière, c'est pas possible. Il faut travailler. Son défaut, c'est d'être perfectionniste. Par exemple, j'ai eu l'occasion de préparer quelques rendez-vous avec elle, quelques spectacles. Tant que ce n'est pas bien fait, vous allez travailler. C'est vrai, beaucoup peut-être ne savent pas que même si on aime travailler, il y a des limites qu'on a du mal à franchir, mais elle repousse toujours ses limites quand j'ai l'occasion de travailler avec elle. On m'appelle une prêtresse, mais c'est parce que c'est un sacerdoce, mais je ne transmets pas de dogme. Ce que je vise, c'est d'éveiller l'être à lui-même et à ce savoir que l'on nomme Kiyimbok, c'est-à-dire ce savoir sur soi-même et sur sa propre vie. Alors, ce savoir qui nous permet de comprendre que nous avons le choix. Nous pouvons être bénéfiques ou nuisibles. Nous avons le choix. Et donc, nous sommes responsables. Ce sont nos actes qui fabriquent la vie au quotidien, y compris la nôtre d'abord. Et si on veut changer le monde, parce qu'on n'est pas d'accord, c'est d'abord soi-même qu'il faut changer pour pouvoir poser des actes plus responsables, pour pouvoir avoir sa propre vision et pouvoir avoir le pouvoir de changement. Plusieurs fois décorée en Côte d'Ivoire, son pays d'adoption, Were Were Liking souffre parfois du peu de reconnaissance de la mère patrie. À ce jour, l'artiste n'a jamais eu le privilège de recevoir une quelconque distinction nationale. Pourtant, elle garde un amour profond pour sa terre natale. Ma mère
Were Liking. Malgré la non-reconnaissance constatée ici au Cameroun, nous savons que tu continues davantage à émerveiller le monde entier. Partout où tu es, partout où tu as voyagé. Et nous voudrions véritablement que tu continues d'être tel quel, sans qu'il y ait des préjugés, sans qu'il y ait une déception, même si c'est avec un pincement au cœur que vous avez justement constaté que vous n'avez pas été reconnu. Mais nous savons que tu contribues davantage à ce que la culture soit toujours rayonnante, aussi bien dans les pays africains que dans les pays internationaux. Moi, je n'ai aucun désamour avec qui que ce soit. J'ai trop d'amour dans mon cœur pour tout le monde. Je ne pourrais pas haïr mon pays natal. Mais je déplore une grosse tendance, la majorité des réactions à créer des impossibilités. Alors que nous aurions besoin des créateurs de possibilités, de tous les possibles. Parce que tout est possible si on s'y met avec conscience, avec rigueur et avec amour. On peut créer des paradis. À 73 ans, Were Liking conserve une énergie de lionne, une faim de loup et un désir ardent de s'affirmer pour une véritable considération de l'identité africaine. Et quand on lui parle de ses plus grandes fiertés et ou de ses regrets, je suis fière de ce que moi j'appelle l'humanisme de mon continent, dans la plupart de ces cultures. Il y a un humanisme là-bas qui justifie que nous puissions nous considérer comme les pères et les mères de l'humanité. Ce n'est pas nous qui avons fait l'Inquisition, les grandes guerres, ce n'est pas nous qui avons le plus démoli la terre-mère, même qui nous porte tous. J'ai l'impression que ce n'est pas parce qu'on était plus bêtes, au moins, mais parce qu'on avait une vision du monde qui nous permet de privilégier quand même le bon côté de l'humain. Je suis fière de ça. Je suis fière d'être une personne qui, malgré tout le mal qui a été fait à ce continent, volontairement, avec une préparation scientifique, spirituelle, mystique et tout, pour démolir ce continent que tout le monde veut aujourd'hui, tout le monde veut l'Afrique, mais sans les Africains. Je pense que des personnalités comme Were nous apportent énormément lorsqu'il s'agit de nous interpeller sur la reconstruction de notre identité, la capitalisation de nos expériences et la refonte du nouveau parler africain, du nouveau vivre africain, du nouveau paradigme intellectuel, culturel africain. Et je crois que fondamentalement, j'espère ne pas me tromper, c'est une des choses que des personnalités comme Were Liking auront certainement à léguer à la nouvelle génération d'Africains. Je pense que c'est bien de se rappeler d'où on vient, c'est bien de ne pas oublier les plaies de l'histoire, mais c'est aussi important de fonder une nouvelle dynamique à partir des atouts nombreux qui nous sont reconnus et à partir aussi des expériences tirées de ces cicatrices-là. Moi, je ne regrette rien. Tout ce qui m'est arrivé, que ce soit douloureux et tout ça, j'ai toujours fini par trouver dedans quelque chose qui m'a permis de grandir un peu. Quand on sait le niveau d'où je suis partie, quand je me retrouve à l'Académie des sciences, des arts et cultures d'Afrique et des diasporas africaines, avec les sommités d'intelligence qui sont là-bas, je suis là-bas la seule personne qui n'a même pas CP. Quand je me retrouve là-bas, rien qu'avec les petits enseignements de ma grand-mère, et que je sois en train de les porter là-bas, que tout cela me demande mon avis, mon apport,
Rien que parfois ils me trouvent très fantasque, parfois ils me trouvent marrante et tout ça, mais ils ont besoin de savoir quand même ce que cette folle la pense. C'est pas mal, non? Je peux être fière de ma culture. Je vois des jeunes que j'ai formés et qui sont devenus des gens il y en a qui étaient des voleurs de grands chemins, il y en avait qui avaient même déjà assassiné, certains ont été des enfants soldats, ils ne savent même pas combien de personnes ils ont. Mais aujourd'hui, ils sont des piliers de leur famille, des modèles de travail et de réussite. Oui, ça aussi parfois, je rends grâce à la divinité. Pour moi, il y a d'abord qu'il faut chercher le savoir. Parce que l'ignorance est la mère de tous les péchés, disent nos frères asiatiques. Il faut chercher le savoir. Franchement, il faut le chercher. Et il y a 1000 possibilités d'accéder à 1000 savoirs. Il faut chercher les savoirs qui correspondent à notre nature et qui peuvent nous permettre de créer des paradis plutôt que des enfers. Et puis, il faut travailler. Franchement, il m'a fallu dormir 4 heures sur 24 pendant ces 40 dernières années. J'ai dormi 4 heures sur 24. Ça me suffit largement pour pouvoir travailler, pour pouvoir apprendre et apprendre encore. Avant de me dire que je fais un choix responsable, même si je me casse la gueule, comme on dit, eh bien, je sais que c'est de ma responsabilité. S'il y a une faute, c'est la mienne. Ce n'est pas celle du colon, ce n'est pas celle d'un Satan que je ne connais pas. Non. Jeunesse africaine, soyez responsables. N'attendez pas de mettre votre part de responsabilité sur le dos des démons, des diables, et pour qu'on vienne vous taper n'importe quoi sur la tête pour que vous entriez en transe, sorte de ce corps. Parce que vos corps vous appartiennent, ils sont votre propre temple et personne ne peut entrer dedans que vous ne l'ayez autorisé. C'est votre responsabilité. Puis il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et il faut beaucoup d'amour parce que la haine ne conduit nulle part. L'une des phases importantes et délicates après notamment l'entretien d'embauche, c'est celle de la négociation des conditions de travail et notamment des questions autour de la rémunération du candidat. Et s'il y a un élément central à maîtriser pour ce dernier, c'est bien l'art de la négociation et de convaincre. Comment réussir à imposer ses choix, ses volontés et comment réussir à faire comprendre à son interlocuteur ses propres intérêts. C'est ce que vous propose de maîtriser à présent notre coach Roland Kwemen à travers ses conseils et astuces développés dans la rubrique Coaching de carrière. Chers leaders, salut! Bienvenue à cette session de coaching. Comment négocier et convaincre? Quelles sont les qualités d'un bon négociateur? Comment maîtriser les différentes étapes d'une négociation? Connaissez-vous les do's et les don'ts d'une bonne négociation? La négociation peut être définie comme un processus de communication et d'échange entre au moins deux parties dont l'objet concerne l'organisation d'une relation ou le règlement d'une problématique entre celles-ci. Persuader, c'est amener quelqu'un
par des raisons ou des preuves à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. La négociation suppose ainsi que soient réunies plusieurs conditions. 1. L'existence d'une divergence, d'un désaccord entre les protagonistes, la volonté mutuelle de résoudre ce désaccord, mais surtout un souci commun d'ajuster ses comportements sans se soumettre immédiatement à la volonté de l'autre ou au respect des règles. Pourquoi négocier? That's the question. Vous devez négocier parce que vous n'avez strictement rien à perdre et vous avez plutôt tout à gagner. Quand négocier? Tout est négociation dans la vie. Il n'y a ni bon ni mauvais moment pour négocier, si l'on sait être méticuleux et surtout bienveillant. Par contre, il y a des erreurs, des choses à ne pas faire durant toute négociation. Chers leaders, voici les 9 pièges à éviter lors d'une négociation. 1. Manquer de préparation. 2. Penser que le prix est le plus important. 3. Mal gérer ses émotions pendant la négociation. En 4. Laisser l'agressivité prendre le dessus. En 5. Se surestimer. C'est là le danger. En 6. Se précipiter. En 7. Ne pas écouter son interlocuteur. En 8. Faire des concessions sans contrepartie. En 9, surtout, ne pas réfléchir sur le long terme. Donc, être dans la stratégie et non automatiquement dans la tactique. Les étapes d'une bonne négociation, ce qu'on a appelé les 3 C. La première phase de cette négociation, c'est la consultation. Parvenir à une compréhension mutuelle. Chacun expose la version idéale de ce qu'il veut argumenter. La deuxième phase, la confrontation. Réitérez vos arguments. Votre interlocuteur n'a pas tout mémorisé. Insistez sur la finalité. Et la troisième phase, la concrétisation. Résumez tous les points d'accord de part et d'autre. Mais surtout, écrivez-les pour que chacun puisse valider que c'est bien ainsi qu'il a compris l'échange. Chers leaders, voici 10 astuces sur comment négocier de façon efficace. 1. Négocier, ça se prépare. 2. S'adapter à son interlocuteur. 3. Structurer l'argumentaire. 4. Prévoir des solutions alternatives. Plan A, plan B, plan C. 5. Savoir faire des concessions. En 6. Développer le sens de l'écoute. À 7. Être prêt à négocier dans les prédispositions psychologiques. En 8, faire fi des ultimatums. Ça ne sert à rien de menacer. En 9, se rassurer que votre interlocuteur est satisfaisant parce qu'il s'agit de win-win. Et en 10, être prêt à renoncer si les conditions ne sont pas source de bénéfices mutuels. Je voudrais à présent qu'on puisse s'approprier le cadran de la négociation. Soit je perds et mon interlocuteur gagne. Soit je gagne et mon interlocuteur gagne. Soit je perds et mon interlocuteur perd. Soit alors je gagne et mon interlocuteur perd. Voici les 6 stratégies de persuasion selon Robert Cialdini. La réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité, mais surtout la rareté. Je voudrais à présent, chers leaders, sortir avec cette histoire que j'estime inspirante. Le mendiant aveugle et la jeune dame publicitaire. Un vieux aveugle demandait de l'argent aux passants à l'heure de pointe. Il avait une boîte de conserve dans laquelle il récoltait ses recettes et une pancarte sur laquelle était écrit « Je suis aveugle, aidez-moi, je vous en prie ». Une jeune femme marcha devant le mendiant et lut sa pancarte. Elle travaillait dans une agence publicitaire.
Elle prit un marqueur de son sac, saisit la pancarte du vieil homme et griffonna quelques mots au dos de celle-ci. Elle tendit la pancarte au mendiant et s'en alla. Peu de temps après, les passants commençaient à offrir au mendiant quelques pièces, à la grande surprise du vieil homme. Après quelque temps, la boîte de conserve s'est mise à déborder. Le vieil homme était curieux de savoir ce que la publicitaire avait écrit sur la pancarte pour inciter les passants à être aussi généreux. Il demanda donc à quelqu'un de lui lire. Le passant dit, il a écrit, « C'est une journée splendide que je ne peux malheureusement admirer. » Chers leaders, nous sommes arrivés au terme de notre session et je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe africain. De bonnes paroles coupent court aux palabres. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, ils ne performent pas. C'est pour ça que je vous invite à passer de la motivation à l'action. Madame, Messieurs, c'est ici dans les jardins du Centre culturel Ubuntu que nous vous disons merci d'avoir été des nôtres et de nous avoir regardés pour cette édition du magazine Carrière. Nous espérons vous retrouver dans un mois avec encore plus d'astuces pour vous permettre de construire la vôtre et d'atteindre, qui sait, les sommets. Merci particulier à notre équipe technique pilotée par le réalisateur Alain Gobert Kwam. Carrière revient dans un mois. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castelbeer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite.